une de l'actualité, pouvoir et opposition presque sur la même longueur d'onde. Le dialogue politique s'est achevé ce lundi sur une note de satisfaction générale. Tous les points en discussion ont fait l'objet de consensus, excepté la prise en compte de la carte consulaire comme document de vote en 2020. Ouagadougou veut avoir fière allure. La mairie centrale et le ministère des Infrastructures sont à la tâche pour cela. Ils viennent de lancer plusieurs chantiers d'aménagement urbain, de l'eau de voirie, mais aussi la rénovation de la gare routière Ouagarinter. Le grand format de cette édition est consacré aux déplacés, réfugiés à Kaya. Ils sont près de 20 000 à s'être établis dans la capitale du Centre-Nord après avoir fui l'insécurité dans leur zone d'origine. Comment vivent-ils au quotidien? Arsène Konditandé est allé au constat et c'est à suivre tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. La carte consulaire ne sera pas utilisée comme document de vote en 2020. Le dialogue politique a définitivement clos ce débat, mais il faut noter que tous les autres points à l'ordre du jour de la rencontre ont fait l'objet de consensus. On fait le point avec Abdou Razak Traoré. C'est un dialogue politique qui se veut fructueux. Pendant une semaine, opposition et majorité ont discuté sur les questions relatives à la situation nationale, au code électoral et aux élections de 2020. Tous les points sur la table ont fait l'objet d'entente entre les deux parties, à l'exception de la prise en compte des cartes consulaires comme document de vote. C'est finalement tranché, le très controversé code électoral sera réélu. Quant au vote des Burkinabés de l'étranger, les bureaux de vote seront installés dans l'enceinte des ambassades et des consulats et de tout autre lieu en accord avec le pays hôte. Sur le calendrier électoral, pas de changement. En 2020, la présidentielle sera couplée aux législatives. Au titre de la situation sécuritaire, les politiques recommandent entre autres le renforcement des capacités matérielles, humaines et financières des forces de défense et de sécurité. Dans la même veine, il propose une contribution financière patriotique de toutes les composantes de la société. Parlant de la réconciliation nationale, il a été décidé d'indemniser toutes les victimes des crimes de sang politiques et économiques de 1960 à nos jours. Une résolution sur le retour des exilés politiques a également été prise. Prenant en compte la situation de tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, recommandons aux plus hautes autorités de l'État de poursuivre l'œuvre de réconciliation nationale entreprise afin de favoriser le retour volontaire de tous les Burkinabés concernés dans leur pays sans préjudice du triptyque vérité, justice, réconciliation. Une réconciliation qui est intimement liée à l'unité nationale, à l'autorité de l'État, à la cohésion sociale et au civisme. En la matière, les participants au dialogue politique ont convenu de mettre fin à l'injustice de manière générale, d'en finir avec le clientélisme dans l'attribution des marchés publics, de redistribuer de manière équitable les richesses nationales, de réinstaller les déplacés forcés. La question foncière n'a pas été occultée. Plusieurs recommandations dont l'encadrement des promoteurs immobiliers dans la transparence. À la fin des travaux, l'opposition à l'unanimité a plaidé pour un traitement diligent de la question de santé du général Djibril Bassolé. De son côté, le chef de l'État salue la franchise dans les propositions et souhaite les ouvrir à d'autres couches de la société. Comme je l'ai indiqué à l'ouverture de nos travaux, certaines thématiques abordées dans le cadre de vos échanges en raison de leur caractère d'intérêt national m'invitent à élargir la réflexion à d'autres acteurs de la vie nationale. Il en est ainsi notamment de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de l'autorité de l'État et de l'incivisme, tout comme certains aspects sur les questions sécuritaires. Pour la mise en œuvre des conclusions, un comité fort de 9 membres a été mandaté par les participants et installé par le président du Faso. Historique, inédit, voilà comment les deux partis qualifient ce dialogue politique. Je vous propose les réactions de Simon Compaoré et Zéphirin Diabré, tous deux co-présidents de ce dialogue politique. Ça, vous ne le savez pas, mais je peux vous le dire, que dans le déroulé donc, du dialogue, les points de non-consensus s'étaient accumulés à un moment donné.
Mais vous voyez qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Donc des points ont été d'abord de non-consensus, et autour d'eux, on a trouvé après un consensus. Point qu'à ce jour-là, il n'y a qu'une seule question qui est restée, si l'on peut dire, en suspens. Celle donc de l'utilisation éventuelle de la carte consulaire biométrique là, comme document électoral. Sur tout le reste, et on pourra revenir en détail par vos questions, nous nous sommes entendus. Sur les questions aussi d'intérêt national, qui portent quand même sur des sujets très lourds, questions sécuritaires, réconciliation, cohésion nationale, autorité de l'État, incivisme, etc. et j'en passe, nous avons eu des échanges très francs, constructifs, très ouverts, qui nous ont permis d'aboutir à des recommandations consensuelles qui, si elles étaient mises de notre point de vue, permettraient à notre pays de faire un grand pas de l'avant. Et vous avez vu que sur des questions très précises, comme celle de la réconciliation nationale, celle de la question sécuritaire et celle de l'indemnisation des victimes des différents épisodes politiques que notre pays a connus, particulièrement l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'État manqué de 2015, il y a eu des appels très forts. Alors moi, je retiens une seule chose. En toute chose, c'est d'abord la question de la volonté. Les Anglais ont coutume de dire que where there is a will, there is a way. Alors, comme il a dit, qui l'eût cru que nous deux, avec des passe-droits, à travers la presse, mais aussi à travers des propos que vous tenez, que nous serions arrêtés ici ensemble, en train de parler ensemble et d'entrevenir ensemble l'avenir de notre pays, Et ça veut dire que tout est, même en politique, tout est possible. Et pendant 7 jours, nous avons fait véritablement bouger les lignes. Les points qui paraissaient insurmontables, tant au niveau du code électoral que de la préparation des élections de 2020, subitement, les murs de méfiance se sont écroulés. Concrètement, il nous reste un point à la gorge. Bon, cela n'est pas grave. Nous travaillons dans la durée. Et nous avons dit qu'on n'interrompt pas nos discussions. Et comme dirait l'autre, who knows? What tomorrow brings. Ouais, what tomorrow brings? Nobody. Donc, et qui sait ce que demain peut nous apporter? Donc, il n'est pas exclu que les lignes bougent sur ce point-là demain. Ils ont fui l'insécurité. Désormais, ils doivent apprendre à vivre loin de chez eux, mais surtout dans des conditions pas toujours faciles. Ils sont environ 20 000 déplacés internes à avoir trouvé refuge à Kaya. Et depuis, ils subsistent grâce aux dons et autres aides dont ils bénéficient. Arsène Konditomde est allé à leur rencontre. Suivez. Kaya, ville située dans la province du San-Matenga et chef-lieu de la région du Centre-Nord. Ville paisible, elle a vu son quotidien bouleversé il y a quelques mois de cela. Des milliers de déplacés y ont trouvé refuge du fait des attaques meurtrières dans certaines localités de la région. On en compterait près de 20 000 selon les chiffres de la mairie. Au secteur 2 de la ville, bon nombre de ces déplacés ont trouvé refuge dans les zones à habitat spontané, communément appelées non-lotis. Mouni Sawadogo est l'un d'eux. La peur au ventre, ce chef de ménage a fui son village situé dans la commune de Barsalgo, à une 50aine de kilomètres d'ici. Je suis du village de Roucoutin. Nous avons dû partir parce que des terroristes sont venus et voulaient tous nous tuer. J'allais au marché quand ils ont fait irruption dans le village. Des gens m'ont demandé de rentrer chez moi parce qu'il y avait des tirs. Quand j'ai vu et entendu le bruit de leurs armes, je suis rentré chez moi et j'ai fui avec les miens. Avec 18 personnes à sa charge, dont sa mère, ses 2 épouses et leurs enfants, ils sont arrivés à Kaya il y a près d'1 mois. Abandonnant tous leurs biens, ils ont d'abord tenté de louer une maison, mais sans revenu,
difficile d'assurer le loyer. Dans notre fuite, nous voulions seulement chercher à préserver nos vies. Nous n'avons donc pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. À notre arrivée ici, nous avons été bien accueillis et les gens voulaient qu'on loue les maisons que nous habitons. Mais nous n'avons pas les moyens. Actuellement, le logement est un vrai casse-tête pour nous. La nuit tombée, c'est l'heure du repas dans cette cour du secteur 6 de la ville de Kaya. Les tout-petits, avec l'insouciance qui les caractérise, savourent en se taquinant le taux concocté par les femmes de la maisonnée. Difficile de connaître le nombre exact d'habitants de cette cour, tant les arrivées et les départs sont quasi quotidiens. Enceinte, Fatoumata Sawadogo est arrivée ici il y a quelques mois, de son village près d'Arbinda. À Kaya, elle a donné naissance à un garçonnet. Taciturne, il est difficile de lui prendre quelques mots. Il a fallu de longues discussions et l'intervention de tierces personnes pour la mettre en confiance. Ici, c'est vraiment très difficile. J'ai fui alors que j'étais enceinte sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Ici, nous vivons une nouvelle vie qui n'est pas du tout facile. Nous avons loué les maisons que nous habitons et nous arrivons à peine à régler le loyer. Même pour la nourriture, c'est compliqué. N'eût été les dons que nous recevons, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Seulement les femmes et les enfants vivent dans cette cour. Les hommes sont dans une concession située à quelques mètres de là. La nuit tombée, ils se rassemblent pour discuter, non sans évoquer la situation qui les a fait partir de chez eux. Nous étions en train de boire du café quand ils sont arrivés. Ils étaient sur des motos avec des armes et lorsqu'ils croisaient un homme en chemin, ils l'abattaient. C'était uniquement les hommes qu'ils cherchaient à abattre. Ils ont procédé ainsi jusqu'à parcourir tout le village. Dans notre cour, ils ont réussi à abattre quelqu'un. Cette cour qu'ils habitent appartient à un proche. Elle leur a été prêtée gracieusement depuis leur arrivée dans la ville. Libérés du poids du loyer, tout ce qu'ils gagnent en faisant quelques petits boulots est injecté dans l'alimentation. Mais le plus souvent, ils vivent des dons accordés aux personnes déplacées internes de Kaya. Nous n'avons pas de métier que nous pouvons exercer pour nourrir nos familles ici à Kaya. Nous ne vivons que des aides que les gens nous accordent ça et là. Depuis janvier 2019, ce sont près de 20 000 personnes qui sont arrivées dans la commune de Kaya. Un afflux massif de déplacés, alors que la ville ne s'y était pas vraiment préparée. La mairie tente comme elle peut de rattraper son retard. Le conseil municipal de la ville a bénéficié d'un peu plus de 9 millions de francs CFA grâce à son jumelage avec la ville allemande de Herzog. On a pu payer des 100 sacs de maïs de 100 kg, des 160 sacs de petits milles de 50 kg. On a payé 120 sacs de riz de 25 kg avec des cartons de sardines et puis de l'huile. Donc tout ça au bonheur, au bénéfice maintenant de nos déplacés internes. Avec l'aide du CODESUR, le comité départemental de secours d'urgence et de réhabilitation, ces vies vont être équitablement réparties entre les personnes déplacées. La situation devient de plus en plus inquiétante. Donc ce don vient à point nommé. Pour la répartition, nous allons voir, puisque nous avons un comité, nous allons voir comment nous allons répartir ce don en fonction des ménages. Ce sont exactement 19 521 déplacés qui ont été répertoriés à la date du 18 juillet. Tous partagent le même sort, sans forcément se connaître. Partis de chez eux sous la contrainte, fuyant les crépitements des armes pour trouver refuge à Kaya. Une nouvelle vie s'ouvre à eux, une vie d'incertitude et de manque, pas de champs pour cultiver et espérer des récoltes. Une vie à laquelle ils doivent désormais s'adapter sans savoir jusqu'à quand. Plusieurs opérations de dons dans le centre-nord sont à mettre à l'actif du député UPC Mathias Ouedraogo. La plus récente remonte à samedi dernier où il a remis du matériel de travail à la coopérative Kiswensida de Kaya. Et grâce à celui qui s'érige en véritable acteur de développement, la préparation du Sumbala sera moins pénible pour les bénéficiaires. Rémi Lambert-Nébier.
C'est une révolution qui s'opère pour ces femmes de la coopérative Kiswen Sida de Kaya dans le processus de préparation du Soumbala. Le Soumbala, un assaisonnement culinaire bien prisé par les Burkinabés. La plupart d'entre elles, depuis des décennies, l'ont toujours fait à la main, du décortiquage à la cuisson. Et voilà que cette plateforme de transformation, composée d'une décortiqueuse et d'un séchoir, vient mécaniser et simplifier certaines étapes de la préparation. Auparavant, on mettait 3 jours pour décortiquer un sac de grains de néré, pour ensuite les bouillir et les piler. On mettait facilement 7 à 8 jours dans cette étape. Donc, on ratait beaucoup de commandes. Un processus de préparation long et pénible. Et c'est surtout pour alléger leurs tâches que le député Mathias Ouedraogo a multiplié le plaidoyer pour leur offrir cette plateforme d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Depuis l'acquisition de cette machine, en 30 minutes, voire 1 heure, nous arrivions à évacuer toutes les étapes et on passe à la cuisson. Et dès le lendemain, on a du Soumbala bien fait. Puisqu'il y a de cela maintenant 2 ans que nous avons pris contact avec ces femmes qui transformaient les grains de néré en Soumbala. Et je vous avoue que le travail était très pénible. Vu la moyenne que ces femmes avaient entre la 50aine, la 60aine, le travail était très pénible pour des personnes de 3e âge. Et ce jour-là, nous avons pris la résolution qu'il faut faire quelque chose pour ces femmes. Et en même temps, les aider à produire beaucoup et en qualité. Et dans cet élan-là, nous avons pris des contacts avec l'association Solidarité Mon-Bouquet-Burkina et qui nous accompagne dans pas mal d'activités à travers la province. Et vous voyez les résultats ce matin. Pour l'élu de la région, ce don vise à lutter contre la pauvreté des femmes en améliorant leurs revenus, mais pas que. Il pense aussi à semer la graine de l'innovation. Je crois que c'est la première fois qu'une machine de ce type arrive dans la commune de Kaya. Et c'est une phase d'essai que nous entamons dans la transformation des grains de néré en Soumbala. Notre ambition à terme, que le San Matenga soit la première province où on produit du bouillon du Soumbala pour l'alimentation des Burkinabés. En attendant le marché Soumbala Made in Kaya, ce sont les autorités de la province du San Matenga et les presque 400 femmes de la coopérative Kiswen Sida du secteur 4 de la commune de Kaya qui expriment sans cesse leur reconnaissance au député Mathias Ouedraogo pour ses multiples actions au profit de l'épanouissement des populations du centre-nord. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains tient ses engagements dans le cadre de la responsabilité sociale assignée aux sociétés d'État. Une opération de reboisement pour minimiser les effets néfastes du changement climatique et une remise de subventions au profit des insuffisants rénaux du CHU Sourosano. Voilà qui a occupé le directeur général de la Sonature et ses collaborateurs samedi dernier à Bobo Dioulasso. Sotuo, Justin Dabiré. Ouvert en mars 2018, le centre d'hémodialyse de Bobo Dioulasso, situé au sein du centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo Dioulasso, connaît des difficultés de prise en charge. Certains patients souffrant d'insuffisance rénale se trouvent dans l'incapacité totale de payer le forfait de 500 000 francs CFA nécessaires pour la dialyse. Désormais, 10 d'entre eux bénéficieront d'une prise en charge gratuite grâce à la Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature. Ce soutien s'est matérialisé par la remise d'un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA au centre d'hémodialyse de Bobo Dioulasso. C'est un mot de remerciement à l'endroit de la Sonature. Et comme je l'ai dit, elle offre l'occasion à 10 patients indigents qui ne peuvent pas payer la subvention ou la caution de forfait de 500 000 francs de pouvoir s'inscrire sur nos listes et de bénéficier de la dialyse, qui est un traitement à vie, comme je l'ai dit. La Sonature, au-delà d'une société d'État qui génère des devises à travers l'aménagement, la viabilisation et la vente de parcelles, fait désormais du volet social l'une de ses missions principales.
Depuis donc un certain temps, au niveau de l'Assemblée générale des sociétés d'État, on a demandé donc à toutes les sociétés d'État donc d'avoir une politique de responsabilité sociale, c'est-à-dire au-delà donc des aspects de rentabilité financière, mettre l'accent donc sur le volet social. Et c'est dans ce cadre, au titre donc de 2019, nous avons donc retenu des activités donc pour Bobo Dioulasso. Avant ce dans l'hôpital Sorosano, le directeur général de la Sonatrach et son personnel ont procédé au reboisement d'une superficie de 4000 m² sur son site de Bobo 2010. 3400 pieds de plus de 10 espèces ont été mises en terre sur un espace vert déjà viabilisé. Une action symbolique qui vise à lutter contre le changement climatique selon le directeur général de la Sonatrach. C'est un site Sonatrach. Nous sommes ici donc à Bobo 2010. Et il n'y a pas donc très longtemps, nous avons donc fini la viabilisation donc de ces deux lots, les lots 446 et 448. Et nous avions donc maintenu donc juste une superficie donc pour en faire donc un espace vert. Et c'est au niveau donc de cette superficie là donc que le reboisement là donc se mène. Aujourd'hui, la désertification donc est un élément qui mine donc et qui contribue donc à réduire donc la production donc agro-silvopastorale. Pour apporter donc notre petite contribution à la Sonatrach, nous avions donc initié cette activité donc de reboisement pour donc contribuer donc à lutter contre les changements donc climatiques. Ces deux activités entrent dans le cadre de la politique de responsabilité sociale des sociétés d'État qui ont désormais obligation de prendre en compte le volet social dans leur action. La Sonatrach s'intéresse à 4 volets sociaux que sont l'éducation, la santé, l'environnement, l'eau et l'électricité. 14 milliards de francs CFA pour donner fière allure à la capitale burkinabé. Cette somme va en effet servir à la construction de voiries dans les arrondissements 4 et 6 de Ouagadougou. Et le projet de développement durable de Ouagadougou ne s'arrête pas là. Il prend également en compte l'aménagement d'autres infrastructures dont Ouagar Inter. Kwamer Vedapa. Voici la forme que devrait prendre la gare Ouaga Inter dans quelques mois. Grâce à cette démonstration en 3D, vous pouvez même entrer dans les entrailles de la future gare routière. Et pour passer du virtuel à la réalité, déjà, les ronronnements des machines ont commencé. Les travailleurs sont à pied d'œuvre, chacun à sa tâche. Ouaga Inter est en chantier. Le coût du projet, plus de 4 milliards de francs CFA. Les travaux devront prendre fin au plus tard le 15 décembre 2019. Ce 22 mai, le maire de Ouagadougou et le ministre des Infrastructures sont sur place dans le cadre du lancement des travaux de voirie et d'équipement public de la capitale. Et parmi les rues concernées, celles de Warba, Banque mondiale, Golfe de Sirte et Pissi, Kolsepgdo, dans l'arrondissement 6, longue de plus de 9 km. Armand Bewende et Eric Bougouma procèdent ici au lancement des travaux qui devraient permettre de faciliter la circulation dans cette zone. Comme vous le savez, l'arrondissement 6 et l'arrondissement 4 sont des arrondissements qui sont très pauvres en infrastructure routière et où les populations sont assez concentrées. Donc nous avons fait ces choix d'investissement pour permettre à améliorer la mobilité dans cette partie de la ville. Et comme l'a dit le ministre tout à l'heure, ce sont des investissements structurants et des travaux de qualité vont être livrés très rapidement pour le plus grand bonheur de nos populations. Le deuxième chantier routier lancé ce lundi se trouve dans l'arrondissement 4, l'avenue Jean-Baptiste Ouedraogo et la rue Babarawa d'environ 3 km. Les voiries de ces deux arrondissements qui vont coûter plus de 14 milliards de francs CFA font partie de la deuxième phase du projet de développement durable de Ouagadougou PPDO, un projet financé par l'Agence française de développement. La commune de Ouagadougou peut compter sur le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales pour la mise en œuvre de ces différents projets. Le FPDCT a réaffirmé jeudi dernier sa volonté d'accompagner les municipalités du Burkina dans leurs différentes actions de développement. John William Somda. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, la FPDCT, à l'écoute de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF. Bras financier des collectivités territoriales, le FPDCT, conduit par son président Bruno Dipama, s'est entretenu avec les membres de l'AMBF dans la salle de délibération du conseil municipal de Ouagadougou. Attendu depuis de nombreuses années, soit depuis la création du FPDCT, cette rencontre avec les maires des communes de notre pays a été appréciée positivement par le président de l'AMBF.
Chaque année, nous recevons des documents qui nous donnent droit à des tirages d'un certain montant en fonction d'un certain nombre de critères par commune et qui nous permettent de faire des investissements. Mais souvent, nous rencontrons des problèmes énormes pour investir cet argent sur le terrain. Et bon, nous n'avons pas de moyens pour pouvoir poser les préoccupations qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, l'installation de ce dialogue-là, l'installation de ce cadre de concertation va permettre à la fêtière, qu'est l'association des municipalités de Burkina Faso, de pouvoir dire aux premiers responsables de ce fonds quelles sont nos préoccupations. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir ensemble faire en sorte que les fonds puissent profiter réellement aux populations. Créé il y a plus d'une dizaine d'années, le FAPDCT est actuellement dans une vaste campagne de redynamisation de ses activités. Il faut dire que depuis l'arrivée de Bruno Dipama, le fonds n'a de cesse d'échanger et de communiquer avec ses différents partenaires, si bien que la rencontre avec l'AMBF s'apparente à un devoir pour le FPDCT dans sa quête de résultats au profit des collectivités territoriales. Et vous savez que la mission du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, c'est de mobiliser des ressources pour appuyer financièrement et techniquement les collectivités territoriales de notre pays. Alors, avec la fêtière, nous avons initié cette rencontre d'échange pour pouvoir appréhender les besoins réels d'accompagnement des communes. Et vous savez que la fêtière, c'est même le canal privilégié à travers lequel nous pouvons avoir certaines informations concernant les communes. Première du genre, cette rencontre ne devrait pas être la seule. Elle pourrait accoucher d'un cadre permanent d'échange et de concertation entre le FPDCT et l'AMBF. Et cette rencontre n'est pas juste une rencontre ponctuelle, c'est une rencontre qui sera institutionnalisée pour qu'à l'avenir, nous puissions assez régulièrement nous concerter pour ensemble voir quelle peut être l'offre d'accompagnement du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à l'adresse des communes du Burkina Faso. À l'issue des échanges entre le FPDCT et l'AMBF, les deux parties envisagent la signature d'une convention de collaboration, toute chose qui permettra au FPDCT d'apporter davantage de solutions aux besoins des collectivités territoriales en matière de financement de leurs différents projets. Vous l'attendiez, elle est là, la chronique économie. Et on parle ce soir du budget de l'État, exercice 2020. Quelles sont les priorités du président du Faso? La circulaire signée fin mai fixe les grandes orientations du budget de l'année N+1. On en sait plus avec Rémi Lambert-Nébier. Mobiliser davantage, bien gérer pour compter sur soi-même. C'est en cela que se résument les grandes orientations données par le président du Faso aux structures compétentes pour élaborer l'avant-projet du budget de l'État gestion 2020. Le financement des secteurs clés et des secteurs porteurs devra rester la priorité du gouvernement avec une option de financement sur ressources propres. Toutefois, dans l'élaboration du budget exercice 2020, la consigne du président du Faso est bien claire et semble même stricte. La discipline budgétaire doit être respectée et aucun avant-projet de budget ne doit être présenté avec des besoins supplémentaires. Vous savez qu'on est sur un budget, comment on appelle ça, un plan triennal au niveau de la programmation budgétaire. Donc, les techniciens savent déjà à quoi s'en tenir. Et dans la circulaire budgétaire, on voit que le président dit qu'on n'aura pas d'autres projets à financer, d'autres types de dépenses à financer, autres que ce qui est prévu. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de la discipline que le gouvernement entend mettre en œuvre dans la gestion du budget. Selon la circulaire budgétaire, l'accent devrait être mis sur le recouvrement en 2020 en jouant sur la pression fiscale. Elle devra passer de 17,13% en 2019 à 17,87% en 2020. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément de nouveaux impôts pour passer de 17,13 à 17,87 de pression fiscale, mais je pense que ça va se jouer au niveau du recouvrement. D'ailleurs, si vous avez les tendances, elles sont plus ou moins bonnes, puisque pour ceux qu'on connaît, par exemple, les impôts, ils sont déjà presque à 80, 87, 90%. Donc c'est déjà
à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer. Pour que déjà les impôts qui sont sur la place soient mieux recouvrés. Par exemple, si vous regardez les VTM, les véhicules à moteur, les taxes sur les véhicules à moteur, ça c'est un impôt par exemple qui peut améliorer le recouvrement, enfin les recettes, si effectivement tous les assujettis payent effectivement ce qu'ils doivent à l'État. Le président du FASO veut également de la rigueur dans les dépenses publiques et pour cela, il donne des instructions pour que les trésoreries ministérielles et institutionnelles soient opérationnelles dès le début de l'année 2020. Ce serait peut-être là une réforme en plus, mais quitte de la participation du citoyen dans l'élaboration du budget. Souvent, on parle souvent du budget citoyen, du contrôle citoyen, mais quand on n'est pas, par exemple, à l'élaboration, je ne sais pas si on peut vraiment, le suivi, on fait le suivi. Quand on a arrêté le budget, on peut faire le suivi, mais c'est bien qu'à l'élaboration de ce budget, les parties prenantes, dont les populations organisées, parce qu'on ne peut pas aller individuellement voir les gens, mais que les représentants des populations organisées par secteur puissent effectivement intervenir. Si on prend le seul exemple, par exemple, de l'agriculture, on espère que les organisations fêtières, par exemple, vont peut-être avoir leur mot à dire, pas décider, mais faire des suggestions. Par exemple, sur les quantités d'engrais, sur la mécanisation, il faut importer plus de machines pour les populations. En pleine élaboration, l'avant-projet du budget exercice 2020 devra être soumis au Conseil des ministres en début août, puis transmis en fin septembre à l'Assemblée nationale. Il reste à savoir s'il sera en hausse. La vie est un cheminement. Des gens peuvent se joindre à vous et marcher à vos côtés, mais personne ne peut marcher à votre place. Juste pour dire que chacun est responsable de sa vie et vous cesseriez de vouloir plaire aux autres si vous saviez à quelle vitesse les gens vous oublient une fois que vous êtes 6 pieds sous terre. Seul l'amour de Dieu est indispensable. Pensez-y et on se retrouve demain. Bonsoir.